en contact avec Pharaon pour que la gloire de l'Éternel puisse accomplir ou s'accomplir dans la vie de Joseph, ou encore la promesse que Dieu avait faite à Joseph pour que cette promesse soit accomplie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons nous former. Nous devons nous former. Et Dieu sait où il va vous envoyer. Souvent, Dieu va utiliser la providence. Par exemple, cette formation, c'est une providence de Dieu. Peut-être, vous êtes en train de vous dire, peut-être que c'est une formation pour l'église de Dieu de Delma 17. Et pourtant, Dieu sait qu'une personne ici, cette formation va servir cette personne à une autre occasion, à un endroit, à un autre endroit. Donc, Dieu peut utiliser la providence pour vous former. Donc, il est nécessaire de se former. Revenons sur l'apôtre Paul. Paul, c'était un érudit élevé au pied de Gamaliel. L'apôtre Pierre, c'était un serviteur de Dieu aussi. Il avait beaucoup de puissance. Mais Dieu savait, dans sa providence, dans sa préscience, il ne dérange pas tout le temps la nature, l'ordre des choses pour faire des miracles. Donc, il a fait une providence. Le choix de Paul, c'est une providence. Parce que Dieu savait qu'il aurait besoin d'un homme pour porter l'évangile devant les rois, devant les grands, devant le Sénat romain. Et Dieu savait qu'on n'allait jamais accepter l'apôtre Pierre, ce monsieur qui vendait des poissons, pêcheur de poissons, dans le Sénat romain, parce qu'il n'avait pas cette caractéristique d'être un grand homme lettré. Donc Dieu a choisi Paul, c'est dans sa providence, pour porter son nom vers les grands. Et c'est ce qui est écrit dans Acte 9, le verset 15. J'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom vers les grands. Donc, Paul était formé. Et on se le rappelle, lorsque Paul est arrivé devant Agrippa et que Paul a commencé à parler, Paul était un orateur. C'était un grand orateur. Apollos aussi. Ces gens-là savaient parler. Ils savaient bien parler. Quand il a fait son discours, après son discours, qu'a dit le roi Agrippa? Dit: ah, Paul, c'est pas possible. Ton grand savoir te fait déraisonner. On était obligé d'écouter Paul, parce qu'on savait que Paul était un homme formé. On était obligé. Donc, Paul a porté le nom de Dieu devant les rois, et on a dû écouter l'évangile. Pourquoi? Parce que Paul était formé. Il en est de même pour nous autres. Aujourd'hui, nous sommes en 21e siècle. Il y a certaines personnes qui ne vont pas entendre l'évangile ou ne seront pas prêtes pour écouter l'évangile si la personne qui annonce l'évangile n'est pas une personne formée. C'est sûr. Moi, j'ai prêché à plusieurs reprises dans certaines églises baptistes, par exemple 75. C'est un culte en français, pas de créole. Si on entend un créole, peut-être que c'est un chant en créole. Mais tout le culte se fait en français. C'est pour une catégorie de personnes. Donc, pour que ces gens-là puissent écouter l'évangile, il faut se mettre à leur niveau. Et c'est ce que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens 9. J'ai été non-juif avec les non-juifs afin de gagner quelques-uns à Christ. Si je dois m'exprimer en anglais pour avoir ou encore pour convaincre des gens à accepter Jésus-Christ, je vais apprendre l'anglais. Si je dois m'exprimer en français pour convaincre des gens, pour donner l'évangile, donc je vais le faire. Mais pour ce faire, je dois me former. Ce matin, peut-être vous l'avez écouté au cours du sermon. Quand Dieu fait une promesse, nous devons nous préparer. Ne dormez pas sur cette promesse, mais vous devez travailler. Parce que des fois, Dieu accomplit la promesse, mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour la promesse. Pourquoi? Parce qu'on ne s'était pas préparé. On s'est contenté seulement d'atteindre la promesse sans une préparation. Moi, je prends l'exemple. Par exemple, Dieu vous dit, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez affaire avec des Américains.
qui vont signer des contrats avec vous. On est content parce que ce que la bouche de l'Éternel a proclamé, sa main l'accomplit toujours. On prie, Seigneur, faites que ce jour arrive. On attend, on surveille, afin que le promesse puisse s'accomplir. Mais en attendant, vous aurez à vous entretenir avec des Américains, mais vous ne savez pas parler l'anglais. Le Saint-Esprit ne va pas vous apprendre à parler l'anglais. Maintenant, vous aurez un effort personnel à faire. Puisque Dieu, je suis sûr que Dieu va accomplir cette promesse, j'aurai à avoir affaire avec des Américains, donc je me prépare. D'ailleurs, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Le fait de recevoir la parole et d'aller dans une école d'anglais, ça c'est un acte de foi. C'est comme dire la pluie va venir, on ne voit pas de pluie, mais on s'arme d'une parapluie. C'est un acte de foi. Maintenant, vous vous préparez. On se prépare pour atteindre l'accomplissement de la promesse. Maintenant, si vous ne faites rien, vous n'étudiez pas l'anglais, mais vous attendez, Dieu est fidèle, et vous restez dans le plan de Dieu, la promesse va s'accomplir. Et un jour va arriver où des Américains vont venir, des Anglais vont venir négocier avec vous. Maintenant, vous ne savez pas parler l'anglais. Maintenant, vous serez obligé de faire appel à un interprète. Et au cours d'une conversation avec le blanc, et le blanc vous dit, Pasteur Camille, je vais vous donner 2 millions de dollars pour la construction d'un hôpital. Vous ne comprenez absolument rien. Maintenant, l'interprète va traduire pour vous, Pasteur, le blanc vient de dire qu'il va vous donner 1 million de dollars ou bien 2 millions de dollars. Maintenant, nous sommes deux à le savoir. Vous le savez, l'interprète le sait aussi. Et bien, cet interprète sait maintenant que Pasteur Camille a 2 millions. Il va ailleurs contacter d'autres voleurs pour dire ce pasteur a 2 millions de dollars. Nous allons le kidnapper ou kidnapper un membre de sa famille. Maintenant, on me kidnappe ou bien on kidnappe un de mes enfants. Maintenant, je vais prier. La promesse s'est accomplie, mais du fait que je ne m'étais pas préparé, je subis les conséquences. Si je m'étais préparé, normalement, la conversation se serait déroulée entre moi et les blancs. C'est seulement le blanc et moi qui saurait que j'ai 2 millions de dollars. Et si quelqu'un viendrait pour me demander les 2 millions de dollars, je saurais que c'est le blanc qui m'a vendu. Mais si vous faites appel à un interprète, donc il faut se préparer. Il faut se préparer. De même pour les filles qui veulent se marier. Il faut se préparer, savoir faire manger. Donc, quand Dieu fait une promesse, il faut se préparer. Donc, se préparer dans tous les sens, parce que vous êtes des adorateurs, vous prenez le micro. Maintenant, il y a la radio, la voix de l'évangile. Il y a une façon de parler. Quand on était à l'école, aujourd'hui, nous allons voir la lecture. La lecture en public. Comment bien lire? Comment bien parler? Ce n'est pas seulement la lecture, mais aussi comment bien s'exprimer. La façon dont on parle à tout un peuple, ou bien quand on parle à bâton rompu avec des amis, on ne peut pas s'exprimer de cette manière en public. Par exemple, je suis en train de m'exprimer avec vous, je suis en train de respecter les règles. Et ce que je vais vous apprendre là tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que je suis en train de vous parler, mais je prends mon temps, j'observe des silences, et ce sont ces silences qui me permettent de respirer et qui vous permettent de bien me comprendre. Il faut bien saisir quand on parle, il faut permettre aux auditeurs, il faut permettre aux téléspectateurs, il faut permettre aux spectateurs de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de faire là, on appelle ça dans l'art oratoire le silence, la ponctuation orale. Quand on parle, il faut faciliter la compréhension des auditeurs, des téléspectateurs, des spectateurs, pour pouvoir mieux parler. Cela vous permet de mieux respirer. Quand on parle à la radio, et c'est pourquoi il faut une bonne préparation, parce que vous parlez pour former les gens. Quand vous êtes du haut de la chair, vous êtes en train de conduire un culte, vous êtes en train de lire une portion de l'écriture,
il faut faciliter aux gens de bien comprendre. Souvent, lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai l'habitude de voir des gens qui sont stressés du haut de la chaîne. Quand on est stressé, qu'est-ce qui arrive? On parle vite. Il y a certaines personnes qui parlent vite pour finir vite. Et à ce moment, vous allez faire beaucoup de bêtises très rapidement aussi. Donc, il faut prendre son temps. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Vous aurez toujours le stress. Le stress, on ne peut pas se défaire du stress. Vous aurez, jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez le stress. Maintenant, la bonne nouvelle, il faut savoir gérer le stress. Parce que le vrai professionnel, lui, gère son stress. Et le stress du professionnel ne dure que 2, 3, 4, 5 secondes. Mais le profane, lui, qu'est-ce qui arrive? Il est stressé avant de prendre le micro. Il est stressé pendant et il est stressé après. Qui veut dire il vit dans le stress. Maintenant, il faut savoir cultiver le bon stress. Parce que quand vous vous levez le matin, vous allez travailler. Vous allez travailler à 8 heures. Et il est déjà 7h45. Ah! Vous allez être en retard. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes stressé. Vous prenez un bain à la va-vite, rapidement. Vous vous habillez rapidement. Vous oubliez de mettre votre parfum. Vous courez. Vous êtes stressé pour ne pas être en retard. Donc la vie, c'est le stress. On ne peut pas vivre sans le stress. C'est le stress qui nous motive. Maintenant, ce que je vais vous dire, cultivez le stress du professionnel. Le stress du professionnel. Le stress du profane, comment cela fonctionne? Peut-être vous allez le savoir. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas contrôler votre stress. Le stress du profane, comment fonctionne le stress du profane? On appelle mademoiselle Y pour dire mademoiselle Y, vous aurez à parler dimanche prochain devant l'Assemblée de Delma 17. On le dit ça aujourd'hui, ce dimanche prochain. Rapidement, la dame est stressée. Ah, elle est stressée et qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne sais même pas parler. Le stress augmente. Maintenant, elle commence à visualiser son échec. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Oh, lundi, le stress est déjà à 50%. Elle imagine, elle voit l'échec. Elle voit qu'elle est en train de faire des bêtises. Elle visualise. Pendant toute la semaine, elle réfléchit. Elle voit l'échec. Elle prie le bon Dieu pour qu'on puisse renvoyer la chose. Elle est stressée. Samedi, le stress est à 150%. Et dimanche soir, samedi soir, aux environs de 9h, 10h, elle reçoit un coup de fil. Le pasteur Paulin ou le frère Rémi qui appelle mademoiselle Y pour dire « Ah, vous n'aurez plus à parler. Donc ce dimanche, il y a un problème. Ah, merci. » Et elle fait signe de la croix. Alors une façon pour vous montrer. Hein? Elle est contente parce qu'elle est délivrée de ce poids. Mais maintenant, regardez la réaction du professionnel. On appelle le professionnel, on dit au professionnel, vous aurez à parler dimanche prochain devant l'Assemblée de Delma 17. Rapidement, la personne, il est stressé. Ah, ça le stresse. Il visualise déjà son succès. Et il se dit, encore une fois, je vais prouver aux gens que je suis le meilleur orateur. Il commence à travailler. Il écrit, il est stressé, il commence à étudier. Il prépare son speech, il prépare son discours. Et durant toute la semaine, il est en train de répéter. Il travaille, il voit le succès. C'est ça. Il est stressé, mais stressé pour bien faire. Stressé pour réussir. Ah, stressé pour réussir. Et si par malheur, samedi, son stress est à 150% aussi, mais un stress positif, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et on l'appelle à 8h du soir pour lui dire, ah, vous n'aurez plus à faire cette présentation. Ouah, c'est pas possible. Il est contrarié. Et il se dit, bon, tout ce que j'ai étudié durant la semaine, où je vais les dire, où je vais prononcer ces choses-là, il est un peu contrarié. Ça, c'est le professionnel. Maintenant, je vous demande de cultiver le stress positif. Maintenant, pour le faire, il faut pratiquer. La lecture en public. Maintenant, nous sommes sur la radio. Quand on lit une portion de l'écriture, du haut de la chair, et ce que je vais dire là n'est pas valable, parce qu'on avait dit c'est une
technique de présentation de culte radiodiffusé. Mais il faut avoir du respect. Ce n'est pas pour seulement les auditeurs qu'il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect pour les gens qui sont devant vous aussi. Et d'ailleurs, les auditeurs ne vous voient pas. Mais les spectateurs assistent. Il faut avoir du respect. Donc vous allez lire, vous allez parler. Il faut maîtriser ce que vous allez dire. Et c'est pourquoi la direction de l'église de Pasteur Paulin, nous allons revoir la préparation du culte. Au moins 8 jours à l'avance, les gens doivent savoir, ou encore la personne doit savoir, c'est elle qui va faire la lecture. La personne doit savoir, c'est elle je vais faire la prière pastorale. Parce que souvent, le conducteur est obligé de prendre quelqu'un au hasard. Des fois, j'arrive tout fatigué, je n'ai pas en tête de faire la prière, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai fait un mauvais rêve, je n'ai pas dans ma tête pour venir faire la prière. Je suis venu ici pour prier Dieu et pour assister au culte, je n'ai pas envie de parler. Et soudainement, pasteur Camille, dans la prière pastorale, dans mon foyer, il me dit, je ne me sens pas à l'aise. Parce que je ne m'étais pas préparé. Donc, des fois, on dit que c'est le Saint-Esprit qui va agir. Moi, je dis que c'est de la paresse. Il faut toujours se préparer. La personne qui aura à faire et la prière don de soi au moins une semaine à l'avance, cette personne doit le savoir pour préparer sa prière, une bonne prière, pour que les prières ne se ressemblent pas. Parce qu'il y a les spectateurs, il y a les gens, il y a l'assemblée, et des fois il y a des visiteurs qui viennent à notre église. Nous devons offrir quelque chose de valable. Il y a des gens qui vous écoutent. Donc, on doit bannir la médiocrité. La personne qui aura fait la prière don de soi aussi doit le savoir. Et c'est la raison pour laquelle, d'ici cette semaine, la direction de l'église va acheter une grosse Bible avec gros caractères. C'est pour faciliter la lecture. Parce que quand on est sur la chair, avec une petite Bible, avec des petits caractères tout petits, non, ça arrive. Des fois, la personne est obligée de s'accrocher à la Bible. Et pourtant, vous avez tout un monde devant vous. Bien sûr, vous êtes en train de faire la lecture, mais vous êtes en train de faire la lecture pour un public, pas pour vous. Ce n'est pas une lecture solo. C'est la lecture, c'est pour tout le monde. Des fois, et c'est ce qu'on va voir ici dans la feuille, c'est ce qu'on appelle la lecture à 3 temps. La lecture à 3 temps, c'est quoi? C'est le chargement. Je regarde la feuille, je prends ce que je vais dire. Deuxième temps, je lève la tête, je regarde l'assemblée. Troisième temps, la livraison. Je dis ce que je viens de prendre. Et vous allez voir le va-et-vient de l'orateur, le va-et-vient du lecteur ou de la lectrice en train de parler. Vous parlez aux gens. Mais pour ce faire, il faut une certaine pratique. Maintenant, comment bien lire? Comment bien lire? Comment bien s'exprimer? En communication, il y a ce qu'on appelle, surtout dans l'art oratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Art oratoire. Dès qu'on voit art, ce sont des principes, des règles pour bien faire. C'est pourquoi on appelle ça art. L'art culinaire. La personne qui sait faire à manger. Donc, cette personne connaît très bien les principes pour bien faire à manger. L'art militaire. Dès qu'on voit art, il faut voir la capacité de bien faire selon les règles. Maintenant, quand on parle de l'art oratoire, la capacité de bien parler en respectant les règles. Bien sûr, chaque personne a son style. J'ai mon style quand je parle en public. Vous avez votre style, mais les principes sont toujours les mêmes. Donc, on doit respecter ces principes, même quand vous avez votre façon de lire, votre façon de parler. Maintenant, nous allons voir le silence ou encore la ponctuation orale. Ce matin, j'ai fait la lecture dans Acte 2. Je dois vous dire que ça, ce sera beaucoup pratique. Je ne vais pas seulement parler, vous allez parler aussi, nous allons faire de la pratique. Quand on lit, on ne doit pas donner l'impression de lire. On doit donner l'impression de parler. Il y a ce président que j'aime beaucoup, alors l'ancien président français, Sarkozy.
quand lui, il fait ses discours, on a l'impression qu'il est en train d'improviser. Il est en train de converser. Mais pourquoi? Parce que lui, il ne donne pas l'impression qu'il lit, mais il donne l'impression qu'il parle. Mais il est en train de lire. Et laissez-moi vous dire, l'improvisation, c'est quoi? L'improvisation, c'est quand on fait quelque chose, on ne s'attendait pas à faire la chose. On ne vous avait pas prévenu. Mais laissez-moi vous dire, le vrai professionnel, la vraie improvisation se prépare. Pour bien improviser, il faut se préparer. Il faut préparer son improvisation. Bon, c'est un paradoxe. Improvisation, on ne s'était pas préparé. Hein? On ne s'était pas préparé. Mais pour le vrai communicateur, le vrai orateur, l'improvisation se prépare. Il faut apprendre à improviser. On aura à voir ça, comment improviser. C'est une technique très rapide, très simple. Il faut faire travailler votre cerveau. Maintenant, revenons dans le silence. C'est à la première page, le silence. Rapidement, je vais vous montrer comment parler. Non seulement comment lire, mais comment parler. Parce que ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand on parle, quand on est stressé devant un public, le stress peut provoquer plusieurs réactions. Il y a le stress, il y a le trac. Le trac peut provoquer le stress. Parce que le trac, dans le trac, qu'est-ce qu'on voit? Traquer. La personne se sent traquée. La personne se sent jugée. Par exemple, je suis en train de parler, mesdames et messieurs, je suis très content, et mademoiselle éternue. Et puis, bonsoir tout le monde, on est très heureux. Et vous regardez la personne de travers parce que la personne a éternué, mais vous pensez que la personne est en train de vous faroucher. À ce moment, vous vous sentez traqué. Et à ce moment, le stress va augmenter. Et quand le stress augmente, on commence à parler en apnée. Vous savez, si ça parle en apnée, on va parler entrecoupé. Le cœur bat très vite et vous êtes stressé. Et quand vous regardez mademoiselle X qui vous regarde de travers, vous dites, oh, je suis en train de me dire des bêtises. Et puis le stress augmente. Je regarde ici, je vois mademoiselle en train de dormir. Oh, je ne dis rien. Et puis vous êtes stressé et vous perdez le contrôle de votre personne. Maintenant, il faut pouvoir vous contrôler. Des fois, ça arrive qu'on parle et qu'on se perd, qu'on lit et qu'on se perd. Mais grâce au silence, cela va vous permettre de vous retrouver. Comment parler, comment lire? On dit que le silence, c'est ce qu'on appelle la ponctuation orale. Tout le monde connaît la ponctuation traditionnelle, conventionnelle. Par exemple, quand moi j'étais à l'école, on me disait après un point, je dois compter 3 fois dans mon cœur. C'est ce qu'on me disait quand j'étais à l'école primaire. Compter 3 fois dans son cœur pour prendre une pause. Et ensuite, on continue. Après une virgule, on compte 2 fois dans son cœur. Après 2 points, on prend une pause. Maintenant, dans l'oralité, à l'oral, il y a ce qu'on appelle la ponctuation orale. La ponctuation orale, on peut s'arrêter où l'on veut. Cela va dépendre du ressenti. Cela va dépendre de l'orateur. Je peux m'arrêter où je veux pour donner du relief, pour donner du sens à ce que je suis en train de dire. Là où il y a un point, je peux ne pas m'arrêter et m'arrêter là où il n'y a pas de point pour pouvoir donner du relief. Parce que parler en public, lire en public, c'est une présentation. Il faut charmer le public. Il faut charmer le public. Vous êtes en train de lire une portion de l'écriture, donnez l'impression que vous êtes en train de prêcher. Parce que vous lisez très, très bien. Le silence. Regardons. On dit qu'il y a dans la feuille un exercice. Et nous allons voir que quand on observe le silence, vous allez sentir une variation dans la voix. Bon, je sais qu'il y a des conducteurs, il y a beaucoup de gens qui savent chanter ici. Hein? Qui savent chanter. Quand un chanteur chante, ou un artiste est en train de chanter, l'artiste ne chante pas sur un seul ton. Imaginez, ce serait une catastrophe. Un artiste du haut de la chair est en train de chanter sur un seul ton, sans expression du visage. Cela ne va pas attirer le public. Or, ce que chante l'artiste, c'est quelque chose qui a été écrit.
Donc on chante quelque chose qui a été écrit. Maintenant l'orateur ou celui qui va faire la lecture, maintenant vous n'allez pas chanter, vous allez lire. Mais si vous allez lire, il faut respecter toujours les mêmes principes, même si on chantait. Il faut donner du relief au visage, il faut parler et éviter la monotonie. Évitez que vous soyez monotone. Et le silence va vous permettre de varier. Qu'est-ce que le silence? La ponctuation orale, nous allons nous arrêter où l'on veut. Mais c'est pourquoi la façon dont je vais lire un texte, ce n'est pas de cette façon que un tel va lire l'autre texte. Ce sera toujours le même fond, mais le style va changer, la forme va changer, parce que la personne va prendre des silences autre part que là où j'avais pris mes silences. Le silence, regardons. On dit qu'il faut arrêter de penser que le silence est un blanc. Un blanc à la radio, qu'est-ce qu'on appelle un blanc? Ce n'est pas le blanc, 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 comme le blanc, blanc. Le blanc, ça veut dire un vide. Parce qu'à la radio, sur une cassette, quand il y a du son sur le ruban, et au milieu du ruban, il n'y a plus de son, et vous retrouvez le son dans l'autre côté, on appelle ça un blanc. Donc un vide. Il faut arrêter de penser que le silence est un blanc. Ce n'est pas un blanc. Le silence, c'est d'abord une respiration. Cela permet à l'orateur, au lecteur de respirer. Et quand on observe le silence, on peut lire 2 à 4 chapitres dans un culte sans se fatiguer. Et la façon dont vous allez lire, les gens ne vont pas se lasser de votre lecture. Parce que un très mauvais texte peut être rendu joli par la façon de lire. Un très beau texte peut être détruit si vous ne savez pas lire. Donc le silence, le silence est d'abord une respiration. Il permet de laisser à l'autre le temps de comprendre ce qui vient d'être dit et d'attendre ce qui va suivre. Prenez conscience de facteurs essentiels. Ah, et ça, oui, le silence ponctue votre expression personnelle. Ah, le silence ponctue. L'exercice. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Vous allez remarquer que j'ai écrit ça 8 fois. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Qu'est-ce que cela veut dire 8 fois? Ça veut dire que c'est 8 personnes qui vont dire la même phrase. Mais ces personnes vont prendre des silences à des endroits différents. Et vous allez sentir la variation. Par exemple, sans silence, un orateur peut venir et dire « Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. » Fini. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Mais le silence est marqué par un slash. Vous voyez le slash. Donc à chaque barre, on doit prendre une pause. Quand je dis silence, ou on pause. On prend une pause. Et quand je dis pause, on prend une pause et ensuite on dit le reste. Mais il faut savoir varier le ton. Par exemple, 8 personnes, je peux m'arrêter où je veux quand je parle. J'espère que vous avez déjà mangé parce que nous allons faire un exercice. Je veux entendre la voix de tout le monde, même la voix du frère Cupidon qui est là-bas. Ok? Donc, nous allons faire ça ensemble. Ok? Mais laissez-moi vous donner l'exemple et vous allez voir la différence. Vous allez voir que dans la première phrase, le slash est près du je. Deuxième phrase, le slash est près de peu. Troisième phrase, le slash est près de arrêter. Et ainsi de suite, après chaque mot. Donc après chaque slash, nous allons prendre une pause. Regardez. Je. Silence. Ouais. Je. Regardez, la personne arrive. Mesdames et messieurs, bonsoir, je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Mais l'autre arrive. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je... Silence. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Revenons. Regardez, la première personne a pris le silence d'un je. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. La deuxième personne arrive. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Troisième personne arrive. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Quatrième personne arrive. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je peux m'arrêter où je veux. Silence. Je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. On sent la
la variation. Là où je prends les pauses, vous allez sentir la variation. Parce que monsieur X peut dire, je peux prendre la pause dans peu, et moi je vais prendre la pause dans m'arrêter. Je peux. Alors, je peux. L'autre dit, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. On va sentir la variation. Mais attention, pour ne pas dire que le pasteur Camille vous a appris à parler ainsi, cela ne veut pas dire après chaque mot, si on parle en public, après chaque mot vous allez vous arrêter pour dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et vous irez dire que c'est le pasteur Camille qui vous a appris à parler ainsi. Non. Maintenant, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle, on va rapidement et on peut faire des raccourcis. Parce que le silence aussi vous permet de jouer le suspense. Quand on est sur la chair, parce qu'il y a ce qu'on appelle le discoureur. Celui qui fait un discours qui lit. Mais celui qui respecte les principes d'art oratoire. On appelle ça aussi le jeu de dire, la façon de dire. Le silence nous permet aussi de jouer le suspense. Par exemple, je suis en train de vous parler là maintenant. J'observe le silence. C'est le silence qui me permet en moins d'essouffler un petit peu et qui vous permet de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que là, je suis en train de parler. Des fois, vous allez voir que je vais très rapidement, mais des fois, je prends une pause pour vous permettre d'assimiler ce que je viens de dire. Mais si je suis en train de parler comme ça, sans silence. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Claude Emmanuel Camille, je suis très content d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. La communication est extrêmement importante parce que dans la communication, si on n'accepte pas rapidement, je vais m'essouffler. Et vous n'allez rien comprendre. Et des fois, quand on est stressé, on parle très vite. On parle très vite. Maintenant, le suspense nous permet de jouer le suspense. Ah, le suspense. Même quand vous présentez la parole de Dieu, même quand vous lisez la parole de Dieu, il faut charmer le public. Il y a de ces lecteurs, quand ils lisent la parole de Dieu, c'est comme s'ils prêchaient, oui. Des gens disent Amen, oui. Ah, il faut savoir lire. Le suspense, par exemple, laissez-moi prendre un exemple. Un orateur arrive et dit, mesdames et messieurs, le pays fait face à de graves difficultés. Qui en est le responsable? Le président de la République, Jovenel Moïse. Est-ce qu'on est là? Oui, rapidement. Hein? Mesdames et messieurs, le pays fait face à de graves difficultés. Qui en est le responsable? Le président de la République, Jovenel Moïse. Maintenant, je peux, avec le silence, créer le suspense. Je peux créer le suspense. Par exemple, pour dire, l'orateur viendra dire, mesdames et messieurs, bonsoir. Le pays fait face à de graves difficultés. Qui en est le responsable? Silence. Qui en est le responsable? Maintenant, vous êtes accroché aux lèvres de l'orateur. Qui en est le responsable? Le président de la République. Ça met du charme. Au lieu de, mesdames et messieurs, bonsoir. Le pays fait face à de graves difficultés. Qui en est le responsable? Le président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pays fait face à de graves difficultés. Qui en est le responsable? Dites-le moi. Silence. Le président de la République. À ce moment, vous captez l'attention des gens. Donc, il faut savoir prendre des silences, prendre des pauses. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Claude Emmanuel Camille. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Cet après-midi, je vais vous parler de la communication. La communication est extrêmement importante parce que cela nous permet de bien vivre ensemble. Ouais, je suis en train de parler, mais vous assimilez. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans toutes les langues, que ce soit en anglais, créole, français, c'est même bagaille là. Si vous parlez avec les gens, il faut qu'on ait des gens pour parler à les gens. Il y a des gens qui ne parlent pas créole. Ils montent son cher, ils ne parlent pas créole, ils prennent ça, GBD. Non, il faut savoir bien lire. Soit font lecture en créole. Même principe là, il faut savoir respecter les principes. Maintenant, j'ai trop parlé, maintenant je veux entendre vos voix. Tout le monde a fait la main. Nous allons faire l'exercice. Je peux m'arrêter. Ouais, nous allons le faire ensemble. On va le faire ensemble et vous allez sentir la variation pour ne pas parler sur un seul ton, pour changer de cadencer. Des fois, on monte, on descend. On se prépare. N'oubliez pas qu'il y a la caméra. On va vous regarder sur le net. Donc, s'il vous plaît, pas faire monte. Allons-y. Alors, si vous voyez que... Alors, c'est ce que je dis souvent. Et au prochain cours, je vais venir avec des phrases clés. Même quand on n'est pas en direct, peut-être vous l'avez remarqué, même quand on n'est pas en direct le dimanche, mais le soir, on passe le culte. Il faut toujours penser à saluer les auditeurs. Et des fois, mon petit bagage qu'on a écrit,
Parce que quand on est sur le net, par exemple, bon, il y a quelques mois de cela, et la page de l'église, il y a plus de 18 000 abonnés. Sur la chaîne YouTube de l'église, nous avons plus de 45 000 personnes qui sont entrées, qui sont abonnées. Mais il y a plus de 3 millions de personnes qui ont visité la chaîne YouTube de l'église, qui nous a visité à travers le net. Mais ces gens qui nous visitent ne sont pas des Haïtiens seulement. Il y a des Français, il y a des Européens, il y a tout. Des fois, il y a un Français qui a appelé pour dire pourquoi, parce que je sais que Haïti parle le français, pourquoi on ne parle pas un peu le français pour qu'on puisse comprendre. Et c'est la raison pour laquelle des fois vous voyez que le pasteur Paulin est en train de parler le français. C'est pas faux, Shelbert. Et si ouais que je suis en train de parler le français, c'est pas Shelbert, c'est pas montrer mon lame quand je français, mais c'est parce que bon caméra, je ne m'adresse pas seulement à vous. Mais il y a un public, il y a un autre public. Il faut attirer le public aussi. C'est ce qu'on appelle les relations publiques. Puisque nous vivons dans un pays francophone, ok, bon, entre guillemets, hein, entre guillemets, parce que moi je dis souvent que Haïti n'est pas un pays francophone. C'est un mensonge. Donc, entre guillemets, donc on sait parler le français. Donc, si un Européen, un Guadeloupéen nous regarde, il faut au moins qu'il puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Des fois, dans les cultes, même un petit bagage en français, une petite salutation, on met de là. On fait lire en français pour qu'à mettre mon nom dans le bain. Donc, on a revenu sur ça, on a retourné sur ça. En allez, nous allons voir ensemble. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Nous allons faire l'exercice. Préparez vos gorges, préparez vos voix. Je sais qu'il y a de grosses voix ici, de très belles voix. Alors, quand je fais ça, quand vous dites je vous prenez la pause. On prend la pause. Je. Et puis quand je fais ça, je vous fais ça, vous prenez la pause. Aussi longtemps que je ne vous fais pas ça, vous ne dites pas le reste. Ok? Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter. Ouais, il faut donner, c'est ce qu'on appelle du charme. Ouais, je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Ouais, je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Vous variez. Alors, attention. 1, 2, 3, 4. Ah non, ça y va bon. Tout le monde ça là. Allez. Attention, tout le monde ensemble. On est tous à l'école. Attention, 1, 2, 3, 4. Non, on recommence. Regardez, lorsqu'on fait l'arrêt, on doit faire avec ça avec beaucoup de force. Et c'est ce qu'on appelle force vocale. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Allons-y. Ensemble. 1, 2, 3, 4. Je peux m'arrêter où je veux quand je... On sent la varia. Bien sûr, nous n'allons pas parler comme ça. Maintenant, nous devons prendre des pauses. Des fois, on parle très vite et ensuite on prend une pause. Nous allons faire l'exercice rapidement. Ce matin, nous avons lu Acte 2. Nous allons relire Acte 2. Maintenant, en respectant les principes de la ponctuation orale. Maintenant, descendons un peu plus bas. Vous lisez le reste, quelques remarques. On dit que le silence, ouais, voilà. On lit ça. On dit que le silence paraît toujours beaucoup plus long que pour celui qui le fait, que pour ceux qui écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pourquoi les gens ne veulent pas prendre le silence. Parce que quand on est du haut de la chair, on a peur de faire des bêtises. Parce qu'on a l'impression, si je me tais ou je ne dis pas quelque chose, les gens vont dire que je me suis perdu. Non. Parce que quand on fait le silence, on aura l'impression nous-mêmes que c'est long. Mais ce n'est pas long pour le public. C'est pas très long. Au contraire, le public attend le reste. Lorsqu'on ne fait pas de silence, vous avez l'habitude d'entendre des gens qui sont en train de parler comme ça, hein, avec des Bon, vous savez, aujourd'hui, la communication est très importante. Donc, nous devons parler aujourd'hui de la communication. Tout un éternel de Ce sont des parasites.
Mais au lieu de faire des qu'est-ce qu'on fait? On prend le silence. Au lieu de dire, mesdames et messieurs, la communication est très importante parce que la communication est très importante. Silence. Parce que, silence, je ne fais pas de parce que les cela paralyse la transmission du message. C'est comme des parasites. Ça dérange. Parce que finalement, vous avez l'habitude d'entendre des professeurs ou des gens qui parlent, mais à chaque fois que ces personnes parlent, ils disent toujours des n'est-ce pas. À tel point que vous dites tellement de n'est-ce pas, le public aussi répond n'est-ce pas. Ce sont des tics. Donc il faut enlever. Ok? Donc c'est, voilà, vous voyez. Ok? Donc il faut éviter ça. Maintenant, il faut prendre des silences. On dit que le silence est beaucoup plus long, paraît toujours beaucoup plus long pour celui qui le fait que pour ceux qui écoutent. 2. Le silence vous permet de respirer et de prendre le temps de relâcher les tensions. Quand on observe les silences, si vous êtes stressé, cela vous permet de vous déstresser un petit peu. Mais vous prenez ça, ou prenez ça pour pas aller. Prenez ça pour pas aller. 3. Le silence volontairement exécuté et bien assumé donne aux autres une impression de maîtrise et d'assurance. C'est pas sérieux. Lorsqu'on peut soucher, on va prendre la parole et puis vous poser pour ma café pour parler. Mon qui chita parler de je maîtrise ça, vous donnez cette impression. Mais quand vous parlez très rapidement, les gens vont vous dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il parle aussi rapidement? Il est stressé. Prenez votre temps parce que cela donne. Quand on articule très bien, attention, la diction n'est pas l'articulation. Ok? L'articulation, c'est quand on détache chaque syllabe. Je vais vous parler de la communication. Nous allons voir tout à l'heure la scansion. Donc pour bien détacher les mots, pour pouvoir bien s'exprimer, pour faciliter la compréhension des auditeurs, des téléspectateurs. Et n'oubliez pas que vous êtes des spectateurs, mais vous avez aussi des auditeurs et des téléspectateurs parce que vous êtes sur YouTube aussi. On verra aussi la tenue vestimentaire. Tout cela fait partie de l'art oratoire, de savoir parler en public. Donc, et le silence volontairement. 4. Le temps plus ou moins long que vous mettrez à l'intérieur de votre jeu de dire souligne les changements de rythme. Et ça nous est là. Il change, ouais, je peux m'arrêter où je veux quand je parle. Je peux. Ça souligne les changements de rythme. Donc, apprenez à observer les silences quand vous parlez créole, quand vous parlez français, quand vous parlez quelle que soit la langue. Prends ça pour parler. Maintenant, nous parlons de l'autre petit barrage qui est très important. Et c'est là nous parlons que l'oral est plus authentique que l'écrit. L'oral est plus authentique que l'écrit. Parce qu'on peut écrire une chose d'une seule façon, mais on peut le dire de différentes manières. Et c'est ce qui rend l'oral charmant. Hein? Deuxième page, nous allons voir, c'est ce qu'on appelle, voilà, donner de la couleur aux mots. Donner de la couleur aux mots. L'oral nous permet de moduler notre voix dans les inflexions, les intonations. Nous allons parler du micro. Nous allons parler du micro. Vous voyez le micro? Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Je suis très heureux d'être avec vous. Est-ce que vous remarquez que le micro augmente le volume de ma voix? Non. Il y a de ces personnes, dès qu'elles ont un micro en main, c'est comme si le micro va faire le travail d'augmenter le volume de leur voix. Non, le micro n'augmente pas. Quand on a un micro, on parle fort. Quand je dis on parle fort, on ne va pas s'égosiller, mais on parle pour que la voix puisse être bien timbrée. Là, je suis en train de parler, je ne fais pas beaucoup d'efforts, mais je parle fort. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous parler. La communication est très importante. Là, le micro ne va pas augmenter. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais revenons à ça. Maintenant, regardons. Donner de la couleur aux mots. L'oral nous permet de moduler notre voix dans les inflexions, les intonations, dans la force vocale, ce que je viens de dire, le volume, dans la fréquence. Des fois, il y a une grave, des fois, il y a une voix aiguë. On varie. On va les gens chanter. Hein? Des fois, il y a une voix aiguë, il y a une grave, il varie ton. Ok? On le fait aussi à l'oral, lorsqu'on parle. Lorsque nous parlons, nous donnons de la couleur aux mots. De la couleur aux mots. Le parler est incontestablement plus riche et plus authentique que l'écrit, car il se nourrit de subtilité intraduisible, de ressenti et d'intention réagissant en temps réel.
On peut écrire non en minuscule ou en majuscule, en italique ou en gras, mais on peut le dire de tant de façons. Et c'est nous là. L'instrument vocal peut s'appuyer sur les mots, et ça ne va pas l'expression, peut s'appuyer sur les mots. L'instrument et laisser les autres en suspense, le silence, ce qu'on vient de voir. Rythmer une expression, variation de débit. Le débit, c'est quoi un débit? Un débit, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle on parle. On ne peut pas parler, c'est quand on tortue, mais aussi on ne peut pas parler comme un train. Des fois on peut courir, des fois on peut s'arrêter pour bien parler, pour prendre du souffle, pour permettre aux gens de respirer. Il y a de ces prédicateurs, quand ils parlent, ils montent. C'est comme si les gens n'ont plus de souffle. Vous tenez le souffle des gens, mais il faut parfois relâcher les gens. À condition de sortir du cancan de cette ponctuation écrite. La scansion. La scansion. Et c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas parler sur un seul ton. La scansion, c'est quoi? En espagnol, on appelle ça l'accent tonique. On met l'accent sur un mot. L'accent sur un mot. Et là où on place l'accent, par exemple, c'est j'ai la meilleure femme. Hein? Tout le monde comprend, hein? J'ai la meilleure femme. Mais il y a tant de façons qu'on peut le dire. Et selon la façon qu'une personne va le dire, ou là où la personne va mettre l'accent, ce sera toujours j'ai la meilleure femme, mais cela va avoir une signification propre pour cette personne. 4 phrases veut dire 4 personnes qui vont dire la même chose, mais en plaçant l'accent à des endroits différents. Et vous allez sentir la différence. Ouais, regardez, hein. J'ai la meilleure femme. Là où je mets en gras, c'est là qu'on met la scansion. L'orateur arrive et puis l'orateur dit, mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai la meilleure femme. Peuple de Dieu, bonsoir, j'ai la meilleure femme. Mais l'orateur, premier l'orateur qui va mettre, qui parle avec du relief, qui respecte le silence, qui attire les gens. Hein? J'ai la meilleure femme. Est-ce qu'on est là? J'ai la meilleure femme. L'autre arrive et dit, j'ai la meilleure femme. J'ai la meilleure femme. J'ai la meilleure femme. C'est 3 choses différentes. Le premier, j'ai la meilleure femme. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai la meilleure femme. L'autre arrive, mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai la meilleure femme. J'ai la meilleure femme. L'autre arrive, j'ai la meilleure femme. Le premier, j'ai la meilleure femme. L'accent est mis sur la femme. Qui veut dire, pour orateur, ça, ce qui est important, c'est la femme. Deuxième, j'ai la meilleure femme. Mettez sous côté la qualité. Là, l'orateur parle de la qualité de la femme. J'ai la meilleure femme. Le premier, j'ai la meilleure femme. Ça, l'accent est mis sur la femme. La femme en tant que, je pourrais même dire, de produit. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent. C'est ma femme. Vous comprenez? C'est la meilleure femme. C'est la femme. La deuxième personne, j'ai la meilleure. Ouais, j'ai la meilleure. Montre. J'ai la meilleure femme. Pour cet orateur, c'est la qualité. Comme ça, c'est le plus bon pour moi. Est-ce qu'on est là? Troisième novini, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la meilleure femme. C'est là, qui ça? L'unique. L'unique. C'est moi qui ai ça. L'unique. J'ai la meilleure femme. Et le dernier arrive et dit, j'ai la meilleure femme. C'est la possession. Ça veut dire, moi posséder. Ouais. Le premier orateur, c'est la femme. Le deuxième orateur met l'accent sur la qualité de la femme. Le troisième orateur met l'accent sur l'unique. La femme est unique. Et la quatrième, c'est la possession. C'est moi qui possède la voiture. Et ce que je suis en train de vous dire là, ne soyez pas étonnés, on le fait chaque jour en créole, oui. Oh. Par exemple, regardez. Tijan, c'est volé. Hein? Tijan, c'est volé. Laguer accent sous volé. Tijan, c'est volé. C'est volé. Ah non, ça c'est regardez, pas volé, hein? Mais l'on dit Tijan et volé. Il dit Tijan, c'est la personnalité même, c'est la personnalité du voleur. Ok? Donc c'est ça. Donc, quand on parle en public,
il faut charmer le public. Ne pas parler sur un seul ton. Ne pas lire sur un seul ton. La Bible, d'ailleurs, si on voit les psaumes ce sont des chansons. David, c'était un psalmiste. Les psaumes, c'est chanter ou de chanter. Des fois, ouais, des problèmes, quand on met pause, on prend pause. Pause à qui ça? C'est pause musicale, là, c'est musique rap. Maintenant, quand vous lisez la Bible, une portion de l'écriture, charmez les gens. Et nous parlons ça, hein. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut vous préparer. Ah non. La règle d'or pour bien lire. Et c'est pourquoi je vais demander à Rémi, les responsables de l'organisation du culte, au moins une semaine à l'avance, que toutes les personnes qui auront à prendre la parole du haut de la chair savent ce qu'ils vont faire. La personne qui va conduire le culte, la personne qui va faire la lecture biblique, la personne qui va faire la prière pour don de soi, la personne qui va faire la prière pour don pour soi, ces personnes-là doivent être au courant une semaine à l'avance, au moins pour préparer leur prière. Ce n'est pas charnel de préparer une prière. Ce n'est pas charnel. Parce que moi, je me prépare. Des fois, si on m'appelle à l'improviste, j'ai plus de 25 ans dans la profession. J'ai plus de 25 ans que je parle au public. Donc, il y a des choses toutes faites qui sont restées dans ma tête. Donc, quand on me prend à l'improviste pour prier, je vais chercher dans mon subconscient quelque chose que j'ai appris et je l'adapte. Et puis, point final. Et je vais vous donner un petit secret. On aura à voir ça. Et le 8, comment improviser. Parce que des fois, on ne sait pas improviser. Pour improviser, il faut donner du temps au cerveau droit de réfléchir. Et c'est pourquoi, quand on ne donne pas du temps au cerveau droit, qu'est-ce qui arrive? On est bloqué. Ouais, mais pendant qu'on cherche, on va laisser pendant le temps, on a cherché, et puis là, je ne dis trois mots. Mais pendant qu'on est au pays, on est capable de bagaille. Parce qu'à force de parler, les mots vont venir. À force de parler, les idées vont venir. Donc, on dit quelque chose. Des fois, bon, par exemple, on vous appelle pour la prière à l'improviste. On ne pas connaître si on va le prier. Qui veut dire pas de temps préparé. Ça, je vous donne le petit secret. Ça, c'est mon petit secret. Okay? Dernièrement, je l'ai fait. On m'a appris à l'improviste. Ça, c'est ma clé passe-partout. Je monte du haut de la chair. Je commence à remercier. Seigneur, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, je te remercie d'avoir accepté d'envoyer ton Fils unique sur le bois du calvaire, mourir pour nos péchés, en dépit de nos transgressions, en dépit, pendant à parler comme ça, je vous assure, c'est pas au marché, et puis il reste pas au lieu de venir. Mais on lui aurait été, mesdames, oh Seigneur, on cherchez parole parce que vous ne pas connaître ce qu'on prier. Cherchez quelque chose à dire. Il y a des prières toutes faites que vous devez savoir, parce que quand on commence à prier ainsi, on commence à parler, les autres mots vont venir. Par exemple, pour ceux qui sont timides, vous montez du haut de la chair. Je n'ai pas oublié la scansion, nous allons revenir là-dedans pour faire l'exercice. C'est une petite parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Donc, on monte sous chair, on va parler, ou stresser. Ça, c'est pour les étudiants homilétique et sermon. Ou mon public chrétien devant. On ne peut pas le faire avec tous les publics. Parce que qu'est-ce qui arrive? Quand on monte du haut de la chair, on regarde les gens, parce que dimanche matin, premier culte, il y a tellement de gens. On a l'habitude de voir des gens qui sont vraiment stressés. Ah oui. Les gens sont stressés. Parce qu'à regarder la foule qui vous regarde, on sait que vous êtes sur les ondes. Ah non, on est stressé. Maintenant, comment se déstresser? Comment se sentir à l'aise? Il faut prendre le public par la gauche. Là. Quand on monte, on prend là. Parce que dès que vous prenez là, on se sent tout à l'aise. Dès que vous sentez que vous contrôlez le public là, et pour après là. Eh bien, dès que vous montez, je donne cette technique. On arrive, on se sent stressé, on va derrière la chair, on se sent stressé, et puis rapidement. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Levez-vous pour applaudir le roi de gloire. Et puis, depuis que vous commencez à lever, vous commencez à sentir que vous contrôlez le monde. C'est une façon pour déstresser tête, oui. Ou déstresser, ou faire mon chita, ou faire au campo, ou faire battre bravo, et puis tu as le contrôle des gens. Et dès que tu as le contrôle des gens, tu te sens à l'aise, tu commences à parler. Mais si tu montres sur la chair, et tu regardes les gens, tu ne dis rien, et si c'est le public qui te prend d'abord, c'est la gorge, ou bloqué. Laisse-moi voyer, je l'envoie, puis le gars m'a dit ça comme dans ce dit oui, je me rappelle, sous le pasteur, le défunt Jean-Marie Désir, ce qu'on a dit, il faut le premier culte.
Monsieur nèg la voye, nèg a tellement stressé. Bon côté écrire pasteur c'est lever. Et puis il tout prend Bible là, mais il continue de faire écrire là. Ah non. Le stress. Maintenant c'est comme ça. Mais c'est par la pratique. Mais comme je l'avais dit mes chers amis, la préparation. Il y a ce qu'on appelle dans les techniques de présentation. Premier bagage au montré le silence, la scansion, la lecture à 3 temps, on aura voir ça. Mais la clé, c'est qui ça? La clé, c'est la maîtrise des textes. Oh, si vous ne maîtrisez pas le texte, je suis désolé. Je suis désolé. Par exemple, ce matin, hier, Rémi m'a appelé pour me dire que bon, c'est ma fille qui devait faire la lecture ce matin, mais étant donné qu'elle était là à aller chanter à l'église du pasteur Dorval, donc j'ai dû prendre la relève. Hier soir, j'ai dû prendre la. Mais hier soir, je me connaissais pas la femme de la Michel Rémi. Hier soir, je suis entré dans le bureau, je suis Bible là. Je lis tout à là. Je lis pour me connaître côté. Et c'est ça qui va le permettre, moi, leur appli, au moins soit pour lecture biblique, de temps en temps, même quand c'est le appli, de temps en temps, il faut regarder le public là. Ok? Là, ça va le permettre de faire Shelbert. Ça va le permettre d'observer des silences. Ça va le permettre de varier, voir. Mais ça est extrêmement important. Donc, la préparation, c'est important. Des fois, à l'église de Dieu de Delma 17, nous improvisions trop.